Bon, je pense que ça va choquer personne, mais oui, j'ai une confession à vous faire. Après avoir regardé cette deuxième saison de Luke Cage et après avoir regardé déjà la première auparavant, j'ai testé plusieurs sortes de café. J'ai testé l'expresso, j'ai testé le cappuccino, le café noir, le café au lait, j'ai même testé l'arabica, très légèrement surcoté celui-là. Aucun café ne vaut ce que prend Luke Cage. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Alors les gars, là c'est comme l'année dernière quand j'étais Pro Defenders, tellement plaisir de vous retrouver pour enfin parler de Luke Cage. Je profite de la saison 2, de mon analyse complète de la saison 2 pour vous parler de Luke Cage, une des séries que je préfère. Je ne reviendrai pas évidemment dans cette vidéo sur pourquoi j'aime Luke Cage, tout ce côté black, vraiment cet aspect très sépia, très hip-hop, soul, jazz que j'adore vraiment. Parce que je pense que ça c'est acté et c'est un style, c'est une patte, c'est une culture tellement visible, tellement énorme que tout le monde l'avait déjà vu évidemment dans la première saison. Et dans cette vidéo, je vais essayer, parce que j'ai adoré la saison 2 de Luke Cage très sincèrement, jusqu'à son dernier épisode qui pour moi est peut-être le plus pertinent de toute la série. Je vais essayer de vous faire comprendre que cette deuxième saison est beaucoup mieux structurée, beaucoup plus riche, beaucoup plus intéressante et que justement Luke Cage saison 2 ce n'est pas qu'une ambiance black et qu'il n'est pas uniquement question de richesse afro-américaine. Cette fois on va beaucoup plus loin. Bon, aujourd'hui j'ai de la chance puisque pour la première fois ce sera même pas à moi de vous expliquer ce que je pense de Luke Cage. Malin, les scénaristes l'ont fait à ma place. Il a le sourire malicieux d'Obama, le charme de Martin Luther King, ce swag et cette assurance à la Malcolm X. Pour les femmes, il a la saveur de ces cafés noirs corsés dont elles raffolent. Pour les petites frappes, il est le croque-mitaine du ghetto qui les hante jour et nuit. Luke Cage est devenu le frère numéro 1. Mais c'est vrai que là, dès le début, c'est la première phrase de la série. Tu sens déjà que tu vas kiffer. Enfin, qui aujourd'hui décrit un mec comme ça? C'est génial. Alors, vous l'aurez compris, oui, j'ai adoré. À tel point que si Daredevil et le Punisher n'avaient pas placé la barre très haute, je serais peut-être en train de me demander si c'est pas la meilleure. Pourtant, l'homme d'Harlem dispose d'un paradoxe étonnant. Si j'ai accroché à ce deuxième opus, peut-être encore plus que le premier, je peux parfaitement comprendre les réticences du public. Mais avant d'y venir, voyons pourquoi ces nouvelles aventures sont vraiment, mais alors vraiment à regarder. Plus réfléchi que sa grande sœur, cette nouvelle saison Marvel garde pourtant la même idée de base. Honorer Harlem par l'histoire d'un anti-héros. Car Luke Cage se pose de la même manière que le spectateur une question existentielle tout au long du récit. Est-il vraiment le héros dont New York a besoin? Comment gérer les responsabilités, les droits et les torts que possède ce fameux statut de héros, surtout quand le personnage en question ne parvient pas à vivre avec? Plus froide et audacieuse, malgré un style chaud propre à la série, elle en garde tout de même une touche d'humour menée par Luke lui-même et toujours associée à un axe principal. Héros n'est pas son mot, c'est le nôtre. Vous voulez que j'affronte un requin? Ouais. Mais ce serait dans le dernier épisode de la saison 1. Pour moi, la performance de Mike Colter est donc de haut niveau, sobre, efficace et symbole d'un homme ordinaire où c'est finalement l'extraordinaire qui vient s'offrir à lui. Un homme dont les fêlures seront bien plus évidentes que dans ses autres apparitions, qu'elles soient familiales, sentimentales ou personnelles. Et quand on pense à Luke Cage, difficile de pas capter cette bonne vieille culture black et rassurez-vous, qu'on parle d'ambiance ou d'héritage d'Harlem, ça reste l'atout numéro 1 de la série. Si la première saison s'articulait autour de corruption et d'affaires familiales, domaine plus que jamais présent ici dans cette guerre entre Stokes et MacGyver, l'atout de plusieurs communautés s'avère une véritable réussite. Vaudou, magie, mysticisme, l'apport d'un nouvel antagoniste comme Bushmaster réinstalle la notion d'être black à New York à un tout autre niveau. Oui, Luke Cage avait le défaut de se débarrasser de l'excellent Cottonmouth trop vite à mon goût, remplacé par un bien trop léger et grandiloquent Diamondback. Tu le connais, ce fils de pute? C'est une très longue histoire. Je suis prêt à l'écouter. Alors voir la série apprendre de ses erreurs et installer Bushmaster comme figure montante de son récit, c'est le genre d'initiative à l'ambiance gangster que j'adore. Car l'apport des Jamaïcains n'est pas uniquement prétexte à une nouvelle guerre familiale. Il renvoie directement à l'histoire avec beaucoup de subtilité, dans un monde où rendre hommage à ses ancêtres et prendre le pouvoir se résume à faire ce qui est juste, et donc faire le mal pour une cause noble. C'est d'ailleurs l'une des grandes forces du show, montrer le positif de l'immigration dans un thème très au goût du jour aux US, parfaitement mené par l'énigmatique Bushmaster. Présent pour rappeler les responsabilités d'être noir, ce genre de personnage atypique, ambigu et très étudié. Je n'oublierai pas cette gentille attention. La gentillesse n'a rien à voir dans ce cas. J'ai fait ce qui était juste. Le bien d'un côté, le mal de l'autre.
Ta pensée est trop simpliste, Luke Cage. Du côté de l'acting, le spécialiste des soirées café à domicile s'offre une touche de tendresse au travers d'un homme beaucoup plus approfondi. Le développement des anciens personnages étant d'ailleurs l'enjeu principal de mise en scène. L'ensemble du casting se dévoile même comme un film de gangster black, le ton sépia typique de la série s'ajoutant à une partition très théâtrale et un surjeu de certains personnages qui pour moi se veut complètement voulu. Maria Dillard se la donne par exemple en Madone du macabre, obnubilée par son image, sombrant peu à peu dans la folie d'un démon se voulant reine par-dessus tout. Impeccable dans son rôle et d'une violence sadique faisant passer son cousin pour un boy scout, on va pas se mentir, elle s'accompagne d'un Shades juste énorme. Alors oui, vous le savez, c'était largement mon coup de cœur de saison 1. Theo Rossi s'affirme comme un acteur capable d'emmener son personnage dans une tourmente qu'on ne lui aurait jamais devinée, perdu au milieu de sa volonté de se ranger et de son amour pour Maria qui le tourne sans cesse du côté obscur du Harlem's Paradise. Ensemble, ils forment presque ce duo à la Bonnie and Clyde où chaque séance pousse à des dialogues et des répliques cultes, des mimiques appuyées et une ambiance parfois proche d'un Tarantino à la Jackie Brown, Pulp Fiction ou Kill Bill. Coïncidence ou pas d'ailleurs, Lucy Liu, elle-même adepte des films de Tarantino, réalise une grande partie des épisodes de cette deuxième saison. Elle offre aussi une importance considérable à la femme, à son rôle dans l'histoire et à ses personnages centraux. Ici, aucun caractère n'est laissé au hasard. Et ce qui est intéressant, c'est que je parle des personnages principaux féminins, mais aussi secondaires. Évidemment, Maria aura cette espèce de grandeur et décadence avec toujours un coup d'avance sur les autres, dans ce côté un petit peu Machiavel qui est propre à son personnage. Et on va aussi en apprendre beaucoup sur sa fille, sur l'héritage des Stokes, ce que ça fait vraiment d'être une Stokes quand tu n'en as pas l'envie. On va avoir pas mal d'éléments d'information sur Claire qui apporte une touche d'humanité, une touche de tendresse qui parfois justement va être difficile à vivre avec Luke Cage. Et Misty qui est pour moi peut-être dans la première partie de saison la pièce maîtresse féminine du show. Elle aussi on va en apprendre beaucoup surtout vis-à-vis des événements des Defenders qui s'étaient passés, sur ses faiblesses, sur ses fêlures, l'un des plus étudiés et oui effectivement, là je ne vais pas vous mentir, c'est dorénavant l'une des 5 plus belles femmes de la planète. Ah oui. Maintenant si la série aborde des thèmes plus sérieux et plus profonds que sa première saison, elle n'en reste pas moins une série Marvel. Et comme toute série Marvel, on se paye son lot de caméos, de références et d'enjeux liés à l'univers Netflix. On me l'a beaucoup demandé et je peux enfin répondre sans spoil. Si Jessica Jones pouvait se regarder sans pression, cette deuxième saison s'appuie énormément sur la culture Luke Cage, mais aussi et surtout sur les Defenders, chose que j'avais beaucoup regretté dans Jessica partie 2. Ainsi et sans spoil, nous verrons que l'utilisation de certains personnages annexes, qu'ils soient vus ou mentionnés, aideront à la psychologie et au développement des autres présents dans la série. Mais il y aura aussi énormément de liens avec les actions des Defenders, que l'on parle de Matt Murdock, que l'on revienne sur les doutes et les démons de Misty Knight ou la colère du tandem Luke-Claire. Oui, pour entamer ce nouvel opus du héros de Harlem, il est très clairement préférable d'avoir vu les Defenders auparavant pour comprendre certains enjeux et liens du scénario. Ah bah oui, ça aussi, ça c'est ce qui me fait dire que je kiffe vraiment ma race. Bon, on connaît tous Luke Cage pour ses sons de blues, de hip-hop et de soul capables de dessiner une ambiance folle. Mais cette fois, ça va plus loin, car la musique n'est jamais choisie au hasard et possède une vraie symbolique. Quand l'auteur choisit Mobb Deep pour évoquer la rue, il débauche aussi Stephen Marley pour Bushmaster, symbole d'une famille jamaïcaine au sommet d'Harlem. Quand Maria assume ses origines Stokes et libère le gangster qui est en elle, les scénaristes ramènent quant à eux Notorious Big, fidèle à son cousin dans la première saison. Là, on appuie le couronnement d'une reine macabre avec un retour au rap agressif. Encore une fois, cette saison se veut plus réfléchie et ce même dans ses tonalités rythmiques. L'apport musical de Luke Cage s'utilisant donc comme une personnification du récit, une façon de rappeler le passé glorieux d'une culture ou la voix de ses ancêtres et ce, peu importe les moyens. Mais cet opus n'est pas sans défaut et malheureusement, il reste souvent les mêmes que dans la première saison. Les défauts de mise en scène s'appuyant souvent sur ses acquis, consciente qu'elle possède une patte et qu'elle n'hésite pas à les répéter à outrance. Effets spéciaux au fond vert un petit peu douteux, ralentis et longueur évidente dans une série étonnante. Alors pourquoi étonnante? C'est parce que pour moi les longueurs ne sont pas dues au nombre d'épisodes. 13 c'est vraiment la marque de fabrique des séries Marvel Netflix. C'est que l'épisode le plus court dure 58 minutes, soit presque un quart d'heure de plus qu'une série habituelle, et le plus long dure 1h09. Et c'est là que ça devient un petit peu bizarre puisque si les épisodes sont tous pertinents, individuellement, ils auraient pu être raccourcis justement pour éviter quelques longueurs sur certaines scènes qui, à mon sens, n'ont pas forcément leur place dans l'histoire. Il n'en reste que cette deuxième saison est clairement au-dessus de la première sur la forme et surtout sur le fond, car rares sont les séries capables d'aussi bien développer et travailler ses protagonistes, tout en ayant la chance de faire découvrir de nouveaux personnages. Les abusés, perdus, se heurtant les uns aux autres et au cœur de nombreux retournements de situation que vous ne pourrez pas voir venir, Luke Cage m'avait conquis par son ambiance et sa chaleur il y a un an. Et maintenant, il vient juste de s'inscrire objectivement dans les toutes meilleures séries Marvel Netflix. Et peut-être même subjectivement
à mes yeux, pour une de mes meilleures séries tout court. Jusqu'au dernier épisode, je peux pas le dire pour éviter les spoils, mais le dernier épisode, même les 7 dernières minutes, ça pourrait valoir des théories sur la saison 3 et surtout des analyses de 20 minutes juste sur ces moments-là. Sur ce côté faire le mal pour faire le bien, quelle est la frontière entre le bien et le mal, tout ce dénouement-là, et c'est assez rare que dans une série et surtout dans une saison, j'apprécie tous les dénouements finaux, et cette ouverture finale, elle est mais monstrueuse, c'est d'une puissance, c'est d'une justesse d'écriture de réussir à retourner un personnage de Luke Cage comme ça. Je ne spoilerai rien justement, mais j'ai vraiment envie que vous alliez jusqu'au bout. C'est l'avènement de toute une saison, même de toute une série sur des personnages qui se révèlent, qui se dévoilent, qui se réinventent. C'est vraiment propre. Mais alors pourquoi je dis que c'est une série qui pour moi est un paradoxe? Oui, c'est parce que je peux comprendre très honnêtement les gens qui peuvent ne pas apprécier Luke Cage. Pour ses longueurs, pour le côté peut-être un petit peu trop caricatural, je sais qu'il y avait une vidéo de Cyplay d'ailleurs que je salue et que je vous incite à aller voir, qui avait fait une vidéo sur Luke Cage qui trouvait peut-être l'aspect d'Harlem un peu trop caricaturé. C'est là où au final, même si je suis pas d'accord parce que moi ça me touche, non seulement sa vidéo est bonne, mais je le comprends, puisque je peux comprendre vraiment que cette série puisse déplaire à plusieurs. Là, c'est vrai que Luke Cage, c'est tellement fort dans ce que ça veut donner, et c'est tellement conscient de ses qualités qu'ils le font peut-être un petit peu trop. Moi, personnellement, j'ai adoré, je peux comprendre que ce soit un paradoxe total, mais vraiment, je vous incite à aller voir cette deuxième saison de Luke Cage. C'était génial jusqu'au dernier épisode, j'ai vraiment beaucoup aimé. En tout cas, dans les commentaires ci-dessous, comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. Est-ce que vous avez vu Luke Cage? Est-ce que vous l'avez aimé? Est-ce que vous avez aimé cette vidéo? Comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire. Et d'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo critique de film Sicario 2.